Fort d'un taux de croissance de plus de 5% et d'une démographie dynamique, le Cameroun présente un immense potentiel économique. BTP, nouvelles technologies, infrastructures, agro-industrie, énergie. Pour découvrir et saisir ces opportunités d'investissement, investir au Cameroun, terre d'attractivité. Une rencontre unique pour les industriels et investisseurs de l'Afrique et du monde entier. Distingués invités, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des hautes personnalités du monde politique, économique et financier réunis ici en ce jour. Je les remercie d'avoir accepté notre invitation. Le Cameroun est très sensible à votre présence à ces assises. Pour nous, elle est la marque et signe de l'intérêt que vous portez à la modernisation de notre économie et à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Qu'il me soit maintenant permis de rappeler l'objet, au demeurant pluriel, de la conférence qui nous réunit aujourd'hui. Dans un premier temps, il s'agit d'examiner l'économie du Cameroun dans ses composantes essentielles, de voir dans quelle mesure le secteur privé peut contribuer à son expansion. Et après cet examen, d'évaluer l'attractivité réelle du pays en vue de son intégration à l'économie globale de manière plus judicieuse et plus bénéfique. Les conclusions de cette revue seront d'une grande importance pour la conduite de notre politique économique. Elles pourront peut-être bien servir à d'autres pays du continent dont la situation présente des analogies avec la nôtre. Dans un second temps, et ce sera sans doute le point culminant de nos assises, nous allons favoriser la rencontre entre porteurs de projets, tant publics que privés, et investisseurs, tant étrangers que nationaux. Et pour emprunter au langage des économistes, cette conférence est une occasion idoine de créer ici même un véritable marché de l'investissement. Il ne me revient pas de dresser ici un tableau général de l'économie camerounaise. Cela sera fait sans doute pendant la table ronde consacrée à la situation macroéconomique et aux perspectives de croissance. Je voudrais pour ma part plutôt relever quelques faits significatifs de portée générale, de manière à laisser transparaître nos vues profondes ainsi que nos aspirations réelles pour une prospérité durable dans un contexte géostratégique du moment. Je dirai d'abord quelques mots sur le continent. Réputé mal parti dans les années 60, l'Afrique serait devenue, selon certains commentateurs, un continent d'avenir. Je m'en réjouis sincèrement, mais en même temps, je vous avoue rester plutôt prudent sur les prévisions pas trop optimistes et sans nuance de certains. Ceux-ci mettent en avant des taux de croissance qui vont, selon les pays, de 5% à 10% au fil des années. Il faut pourtant se rappeler que la croissance n'est pas une fin en soi. Bien plus, il est reconnu, y compris par les plus grandes institutions économiques internationales,
qu'il faut aller au-delà de la mesure numérique du taux de croissance pour rechercher une amélioration palpable des conditions de vie des populations. Ce qui est en jeu ici, c'est d'abord notre capacité à mettre l'homme réellement au centre de nos initiatives à caractère économique. Le service de la personnalité humaine et son bien-être intégral doivent être au principe et à l'aboutissement de nos choix d'investissement et de nos priorités de création de richesses. De même, la gestion durable des ressources de la planète est seule à même de nous garantir une vraie prospérité. Cette exigence est globale, mais elle touche particulièrement l'Afrique, compte tenu du retard à combler, et aussi du fait des iniquités nombreuses qui subsistent dans l'environnement international et que subit souvent le continent sans véritable moyen de défense. Sa position marginale lors de la crise financière des années 2007-2008 lui a certes évité d'en subir le choc de plein fouet. Mais le continent n'en a pas moins essuyé les effets différés, tels que l'effondrement des cours de pétrole et des autres matières premières, le ralentissement des investissements, etc. Il est vrai que progressivement, l'Afrique s'intègre dans la globalisation. L'on pourrait même prévoir que le rôle du continent gagne en importance au fil des ans et dans l'économie globale. La forte croissance démographique et l'augmentation de sa classe moyenne créent les conditions d'un marché attrayant et à la fois pour la grande consommation et pour la construction d'infrastructures diverses. La jeunesse et le dynamisme de sa population sont source d'optimisme. Les jeunes Africains, notamment, constituent un atout majeur pour le continent. Ils doivent demeurer à l'avant-garde de la technologie pour assurer à l'Afrique un bon arrimage à une économie dans laquelle l'innovation s'avère aujourd'hui, plus qu'hier, un facteur déterminant de compétitivité. À cela, il faut ajouter les richesses naturelles nombreuses et variées, mais qui devraient faire l'objet d'une plus grande transformation locale pour être encore plus bénéfiques à nos économies. Nul doute que tous ces éléments caractéristiques feront de l'Afrique un partenaire sans cesse convoité par les pays plus avancés aujourd'hui et à la recherche d'un second souffle pour leur économie. Dans un monde marqué par une interdépendance toujours accrue des économies et des sociétés, le défi est celui de la construction d'espaces authentiques de prospérité partagée. Il s'agit de bâtir un nouveau type de relations économiques et sociopolitiques autour de l'idée de bénéfices mutuels entre partenaires. Dans une telle relation, certains apportent leur capacité de financement et leur technologie, là où les autres peuvent offrir des opportunités uniques à saisir, des richesses rares à transformer dans un échange juste et équitable. C'est ce nouveau type de relation que nous devons rechercher dans les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, par exemple,
et aussi éventuellement avec d'autres partenaires. Le secteur privé devra jouer un rôle essentiel dans un tel schéma. L'Afrique, où souvent l'État tient une place prépondérante dans l'économie, va devoir favoriser le développement de l'entreprise. C'est ce que le Cameroun recherche. Il poursuivra ses efforts dans cette voie pour s'assurer que les investisseurs nationaux et étrangers bénéficient du meilleur accompagnement possible. Ici aussi, il est important de promouvoir l'établissement de vrais partenariats gagnant-gagnant entre les entreprises locales et les grandes firmes internationales. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, notre objectif au Cameroun est d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Cette ambition est, je crois, largement partagée par le peuple qui en a fait une cause nationale. Toutes nos politiques publiques sont orientées dans cette direction et en particulier la gestion de nos finances publiques. Notre politique budgétaire en expansion privilégie la qualité de la dépense. Contenue aux alentours de 25% du PIB, notre dette publique fait l'objet d'un suivi rigoureux. Elle doit rester à un niveau toujours soutenable, tout en nous procurant des moyens de financement productifs. Nous avons bon espoir que la consolidation de ces conditions saura nous attirer plus encore la faveur des investisseurs. J'aime d'ailleurs à rappeler que le Cameroun, Afrique en miniature, ne vient pas les mains vides dans ce rendez-vous du donner et du recevoir. Il dispose en effet de nombreux atouts qui font de son attractivité. Pays le plus peuplé de la zone CEMAC, partageant plus de 1500 km de frontières avec le Nigeria, première économie d'Afrique, le Cameroun se distingue par sa position stratégique au carrefour de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à l'intersection des zones CEDEAO et CEMAC. Sa façade atlantique, son réseau ferroviaire, ses 3 aéroports internationaux et ses 50 000 km de routes, tout cela en constant développement, favorise sa bonne intégration au commerce régional et mondial. Ses ressources naturelles sont abondantes. La diversité des sols, climats et milieux naturels y sont propices à l'agriculture. Deuxième potentiel hydroélectrique d'Afrique et disposant de réserves significatives de gaz naturel, le Cameroun s'est engagé dans une construction d'infrastructures énergétiques variées et de grande envergure. Avec la mise en service programmée de celle-ci, ce sont de bonnes perspectives qu'il convient d'envisager pour la disponibilité d'une énergie viable, suffisante et permanente. En outre, le pays est doté d'un tissu industriel qui s'enrichit et se diversifie, avec de nombreuses PME, PMI bien disposées pour des contrats de sous-traitance et de co-traitance. La main-d'œuvre est abondante, jeune et qualifiée pour un pays qui présente l'un des meilleurs taux de scolarisation d'Afrique au sud du Sahara. Le Cameroun est par-dessus tout
déterminé à favoriser l'investissement privé. Un cadre légal propice a été aménagé à cet effet, articulé autour d'une loi sur les incitations à l'investissement. Ce cadre permettra le développement des secteurs structurels prioritaires que sont l'agro-industrie, les infrastructures de transport, l'énergie, le logement social et l'aménagement urbain, les industries extractives, les nouvelles technologies. Toutes ces dispositions témoignent à suffisance de la volonté forte du Cameroun d'attirer sur son sol toujours plus d'investissements productifs en vue d'accélérer la croissance économique et la prospérité pour ses populations. Le Cameroun est un havre de paix, un état de droit, un pays de liberté. Ses institutions sont stables, fonctionnelles et harmonieuses. Elles savent s'adapter aux évolutions de la société pour garantir en tout temps la paix sociale, la sécurité des personnes et des biens et la stabilité politique du pays. Dans le monde d'aujourd'hui, et singulièrement en Afrique, il s'agit là, nous semble-t-il, d'un atout majeur pour les investisseurs. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, par votre présence ici, vous nous exprimez votre détermination de contribuer à la réalisation de ces aspirations légitimes de notre pays. Le Cameroun s'en souviendra. Je souhaite à tous des échanges fructueux en vue de partenariats mutuellement bénéfiques et à nos nombreux visiteurs, je souhaite bien évidemment un agréable séjour au Cameroun. Je vous remercie. Troisième et dernier moment fort de cette émission, la parade militaire et civile qui a marqué la 44e édition de la Fête nationale de l'Unité au boulevard du 20 mai et la soirée de gala qui a suivi au Palais de l'Unité où le président de la République a offert une somptueuse réception à près de 12 000 convives. Deux événements qui ont permis de se rassurer de deux choses. La première, c'est que le Cameroun a les moyens de sa défense et la seconde, le peuple camerounais, dans sa riche diversité, restait mobilisé autour de son président. Le drapeau tricolore, ses trois couleurs, vert, rouge et jaune, et son étoile dorée au-dessus du palais de l'Unité. À ses pieds, une foule en liesse. Aujourd'hui est jour de fête nationale au Cameroun, et voici 44 années que ça dure. D'une édition de la fête nationale à l'autre, l'unité nationale a été préservée, consolidée. Et ce 20 mai 2016 encore, le président de la République quitte le palais de l'Unité pour venir vivifier le symbole. En route pour la grande communion qui aura bientôt pour cadre le boulevard éponyme du 20 mai, c'est un peuple mobilisé, uni dans sa riche diversité qui communie avec son chef tout au long de l'itinéraire qu'emprunte le cortège présidentiel. Un cortège qui va bientôt gagner en épaisseur et en prestige au moment où il emprunte sa dernière ligne droite. Rendu à l'immeuble ministériel numéro 2, aux 24 motos qui constituaient jusque-là l'escadron motocycliste s'ajoute une cinquantaine de chevaux. À cet instant précis, le pouls de la nation entière bat au boulevard du 20 mai qui n'a jamais si bien porté son nom. L'accueil du président de la République au boulevard éponyme est des plus relevés. Un test, grandeur nature pour le tout nouveau ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, qui officie pour la première fois ici en cette qualité.
avant de savourer en même temps que les milliers d'invités qui l'ont précédé au lieu des cérémonies, la grande parade militaire et civile, le président Biya procède au passage des troupes en revue. Le rituel a valeur de symbiose et d'allégeance. Symbiose entre une armée et son chef, allégeance de l'ensemble des forces de défense au garant des institutions. Le passage des troupes en revue s'effectue d'abord à pied, puis en voiture. À l'entrée de la tribune présidentielle, le président Biya est accueilli par le président du Sénat Marcel Niat Ndjifendi avant de rejoindre son fauteuil à la loge d'honneur. À ses côtés, des personnalités de tous bords, invités spéciaux, membres du corps diplomatique, hauts commis de l'État, mais aussi des citoyens ordinaires, un peuple admiratif qui a tenu à venir lui aussi donner au concept d'unité nationale son écho le plus retentissant. Le premier chapitre du défilé au boulevard du 20 mai s'ouvre par la parade militaire. Une parade placée sous le commandement du général de brigade Ndjonkep Mehomi Frédéric, actuel commandant de la région militaire interarmée numéro 3 à Garoua. Il est assisté du colonel Brigitte Biwolé, actuel chef d'état-major de la Légion de gendarmerie du centre. La prise d'armes proprement dite s'ouvre avec des honneurs spéciaux qui sont rendus au chef de l'État, chef des armées, par des éléments d'honneur de la garde présidentielle. Puis le ton est donné dans le ciel avec le défilé aérien. Le défilé des troupes à pied propose en ouverture un détachement de l'armée nigérienne, invité spécial de cette édition 2016 du défilé. Dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, l'armée nigérienne fait partie, au même titre que celle du Cameroun, du Tchad et du Nigeria, de ce qui est communément appelé la ligne de front. Le passage du carré de cette armée sœur devant le chef de l'État sera d'ailleurs très applaudi. Très remarquable par le vigoureux pas de ces éléments, la garde présidentielle prend le relais. Conformément à sa devise, cette unité spéciale sera restée toujours parée pour accomplir ses missions régaliennes. Le passage des carrés de l'école militaire interarmée, de la gendarmerie nationale et de l'armée de terre constituent eux aussi un grand motif d'orgueil et de fierté pour le public présent. Et c'est ici que le thème de cette 44e édition, à savoir Force de défense et forces vives de la nation, ensemble pour la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix et de l'intégrité territoriale, trouve toute sa pertinence. Dans une belle symphonie, l'armée de l'air, la marine nationale, le corps national des sapeurs-pompiers et les anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre, donnent à voir la bravoure de leurs hommes et l'esprit de discipline qui les habite. Le tableau est complété par la Sûreté nationale et résolument engagée dans un processus de normalisation de ses mœurs, l'administration pénitentiaire et l'administration des douanes. Le défilé monté et motorisé, second chapitre de cette parade militaire, est tout aussi relevé. À travers leur passage devant le chef de l'État, les différentes armes dévoilent leur puissance de feu. Engins blindés, véhicules de commandement, de maintien de l'ordre ou de liaison, tout y passe. Et c'est fier de son armée et de la prestation offerte ce 20 mai 2016 que le chef de l'État s'en va à la rencontre du commandant des troupes pour lui adresser ses chaleureuses félicitations. La parade militaire s'achève, le défilé civil peut prendre le relais avec en première ligne l'École nationale d'administration et de magistrature. Le positionnement de l'ENAM dans le carré s'illustre par la tenue impeccable et le pas assuré des élèves qui le composent traduit sans doute cette volonté de faire de cette prestigieuse institution le ressort, la passerelle la plus fiable entre l'armée et la nation. À ce défilé civil, les tout-petits des écoles primaires, tout comme leurs aînés du secondaire et du supérieur, tiennent chacun à porter sa touche particulière. Un souci d'originalité qui va caractériser également le passage des différents partis politiques. Comme les précédentes années, la loi du nombre imposée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et ses différents carrés prend les allures d'une véritable démonstration de force. Et c'est à l'issue d'une parade de plus de 3 heures d'horloge que le chef de l'État va quitter le boulevard
après avoir félicité à travers le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense les principaux acteurs du jour. Et c'est sur cette note d'entière satisfaction que le président de la République va quitter avec tous les honneurs le boulevard du 20 mai pour regagner le palais de l'Unité. Vendredi 20 mai 2016, les portes du palais de l'Unité sont grandement ouvertes pour accueillir les filles et fils du Cameroun. Pour le compte de cette 44e édition de la Fête nationale de l'Unité, ils sont près de 12 000 en nombre. 12 000 convives, dont 2 000 pour la salle des banquets et 10 000 pour l'esplanade arrière du palais présidentiel. En leur qualité d'invités du chef de l'État, ils ont tous droit aux mêmes égards. Accueillis par le protocole d'État, tapis rouge pour tous. Dans les rangs des habitués des lieux, mais également de nouveaux visages. En attendant l'arrivée dans la salle des banquets du président de la République, les échanges vont bon train. Plus de ministres, plus d'hommes d'église ou de syndicalistes, plus d'opposants ou de responsables de partis au pouvoir, plus de grands ni de petits, ils sont tous Camerounais, fiers d'appartenir à un seul et même pays et naturellement très heureux de se retrouver ensemble pour communier avec le chef de l'État qui ne va pas tarder à les retrouver. La matinée du 20 mai 2016 pour le président Biya n'aura pas été de tout repos, avec notamment cette belle parade militaire et civile qu'il a personnellement présidée au boulevard du 20 mai. Mais le voici à nouveau en totale immersion au milieu de son peuple. Sa chaleur communicative est restée intacte, tout autant que cette capacité insoupçonnée qu'il a à lever les foules. Rien de surprenant alors que les clichés offerts par cette belle communion soient à la limite de l'hystérie. À l'évidence, c'est chacun des compatriotes présents à la salle des banquets qui tient à serrer la main au président, à lui adresser un mot d'encouragement et pourquoi pas à se rappeler à son bon souvenir. Cette autre communion entre le chef de l'État et ses concitoyens invités au palais de la République ne va durer que quelques minutes, mais alors, quelle intensité dans le brassage, quelle belle opportunité de retrouvailles. Des retrouvailles parfois inédites. Je suis enchanté qu'en ce moment où nos frontières sont menacées, que tout le monde se retrouve derrière les chefs de l'État, qu'on renforce l'unité et que de l'extérieur, tout le monde sache que le Cameroun est uni, le Cameroun est prêt à affronter les défis et que le Cameroun c'est un pays de paix, c'est un peuple de paix, de concorde. Et en ce moment, on doit être derrière le chef de l'État
appréciation positive. Parce que vous avez vu la présence massive du SDF au défilé, à côté du RDPC. Pour les Camerounais que nous sommes, pour les citoyens que nous sommes, cette démocratie apaisée qui est ainsi, n'est-ce pas, exposée à la face du monde, nous rassure. Parce que nous devons être unis pour vaincre définitivement Boko Haram. Le président nous a promis cette victoire, nous nous rendons compte qu'elle est là. Et le président a déjà anticipé sur la fin de la guerre contre Boko Haram en lançant les grands chantiers économiques. Pour les Camerounais que nous sommes, nous voyons l'avenir sous de meilleurs auspices et ça ne peut que nous rassurer et nous reconforter. Je constate que la politique devient conviviale. Je constate que la politique va se faire dans le dialogue. Et à un autre titre, quand je me rappelle de mes fonctions de ministre chargé des relations avec les assemblées, où je me suis retrouvé dans une assemblée où les députés du SDF ne parlaient pas aux députés du RDPC, où c'était l'affrontement permanent. On a travaillé pour ce rapprochement et je ne peux être qu'un responsable comblé de voir que nous sommes aujourd'hui dans la convivialité. Et lorsque le président de la République décide enfin de prendre congé de ses convives, c'est un sentiment mêlé de regret et de satisfaction qui habite la plupart d'entre eux. Regret de le voir repartir si vite, mais en même temps, satisfaction d'avoir passé ces précieux instants pour célébrer ce que nous avons tous de si cher, notre unité. Chers téléspectateurs, voilà ce que nous avions à vous proposer dans le cadre de cette édition de Présidence Actu. Merci de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous dans 2 semaines pour un focus sur le complexe industriel-portuaire de Kribi, l'une des grandes réalisations du président de la République. Bonsoir.